Je suis content. Ça se voit, non? Je souris. Ça veut dire que je suis content. Si je faisais ça, ça voudrait dire pas content. Et si je faisais ça, ça voudrait dire pas content du tout. Et si je faisais ça, ça voudrait dire... Ça voudrait dire, est-ce que tu es sûr qu'elle était fraîche de l'entrecôte ce midi? Eh oui, pour dire des choses simples, les gestes ou les expressions du visage suffisent. Mais dès que ça se complique, quand je souris, j'indique que je suis content. Mais ça ne dit pas pourquoi je suis content. Pour cela, nous les humains, nous avons un autre mode de communication. En plus du langage du corps, nous avons le langage des mots, qui, eux, décrivent précisément nos pensées. Grâce aux mots, nous dépassons le simple langage corporel pour élaborer des discours intimes, profonds, philosophiques, comme par exemple, tu es sûr qu'elle était fraîche de l'entrecôte ce midi? Et nous pouvons même engager de véritables dialogues avec nos congénères. Comment ça, pas fraîche? Bah, une bête que j'ai abattue d'hier, c'est même un des 10 bœufs que tu m'as vendu le mois dernier. Comment ça, 10? Ah non, 12, je t'en ai pas vendu 10, mais 12. Par contre, je te rappelle que tu m'en as vendu, que tu m'en as payé que 10. Hein, tu m'en dois encore 2. Ah non, ça c'est pas possible. Ah, j'ai pas pu t'en acheter 12. Ah non. Bah non, j'achète jamais que des gros troncs, hein, par 5 ou par 10. Non, 12, 10, 12, 10. Bon, on va jamais s'en sortir. Bah non, effectivement, bah, et pourquoi on crie comme ça? Eh ben, je sais pas. Alors c'est fou quand même. On est là, deux Sumériens, en pleine Mésopotamie et en plein Néolithique. On est en train de vivre ce qui sera, je le sens, une grande page de l'histoire de l'humanité. Bah, on a quand même fondé des villes, hein, on a un système d'organisation extrêmement élaboré, avec un roi, un gouvernement, des impôts même. Bon, là on est peut-être allé un peu loin. Nos paysans cultivent des plantes, nous les éleveurs, on a nos bœufs, nos moutons, nos chameaux, et on échange tout ça, on le vend à la ville, et même avec les villes à côté. Et on a laissé une faille énorme. On ne garde aucune trace de rien. Tout notre système repose sur la parole. Et le problème, c'est que la parole, bah on dit je te donne ma parole, c'est pas vrai. On la prête. Et donc on la reprend quand on veut. Et tu me dis que tu m'as vendu 12 bœufs. Moi je dis que je t'en ai acheté que 10. Alors? Bah t'as raison. Je suis même plus sûr du chiffre, moi non plus du coup. Oh, on aurait dû garder une trace de ce qu'on a fait. Ouais. Il faut que j'y réfléchisse. Il doit y avoir un moyen. Ah, après tout, ça fait longtemps qu'on garde une trace de nos histoires. Ah, rappelle-toi ce qu'on raconte aux enfants le soir. L'histoire de nos ancêtres, il y a très très longtemps, qui ont arrêté de se déplacer à quatre pattes, qui se sont levés et qui sont restés debout. Leur regard n'était plus tourné vers le sol, mais vers l'horizon. Et même vers le ciel, en faisant un petit effort. Et là, avec leurs mains libres, avec leurs yeux libres, ils ont...
et nous y avons laissé des traces. Des peintures. Nous avons peint le contour de nos mains. Pourquoi? Je sais que vous aimeriez bien le savoir. Mais mon père, qui m'a appris à peindre la forme de mes mains en les posant sur la paroi de la grotte et en crachant de la peinture autour, mon père qui m'a appris le secret de ces peintures, mon père m'a aussi appris que je ne devais en parler à personne. Jamais. Sauf à mon fils, quand il sera grand. Dans notre clan, nous peignons nos mains entières. Mais dans la grotte à côté, ils replient certains doigts et on a l'impression sur la peinture que leurs doigts sont coupés. Ils m'ont expliqué que c'était leur code de chasse. Chaque manière de replier les doigts a un sens qui leur permet de communiquer avec les autres pendant la chasse. Sans faire de bruit, pour ne pas effrayer le gibier. Nous n'avons pas peint que des mains sur ces murs. Nous avons aussi peint des animaux. D'abord juste des morceaux, des ébauches de tête ou des têtes entières, pour s'entraîner. Et puis nous avons peint des animaux entiers, des bisons, des chevaux, des bouquetins, seuls ou en groupe, fixes ou en train de courir. On s'est perfectionné, quoi. Haute technologie. Qu'est-ce que c'était beau. Et vous, encore aujourd'hui, vous cherchez ce qu'on a bien voulu dire avec ces peintures. Pourquoi nous sommes allés raconter nos vies au fond de ces grottes froides, sombres, humides? Ça, vous cherchez. Tous ces signes, tous ces signes que nous vous avons laissés. L'art pour la beauté du geste. Un hommage rendu aux animaux, symbole de nos clans. Un rituel pour éloigner les prédateurs ou au contraire, pour attirer le gibier. Une façon d'entrer en contact avec les esprits des ancêtres, des animaux ou de la nature tout entière. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher? En vérité, c'est beaucoup plus simple, vous savez. Vous voulez que je vous dise? Vraiment? Eh bien, c'est... Voyez, c'était pas la peine de chercher bien loin. Vous vous souvenez quand je me disputais avec mon ami pour savoir combien de bœufs il m'avait vendu? Bon, j'avais dit que je trouverais une solution. Eh bien, j'ai trouvé. Comment garder une trace de nos échanges? Une trace indiscutable, fixe, gravée. Gravée, oui, il suffit de graver sur une petite tablette. Oui, c'est comme un iPad, mais en terre, en argile. Il suffit de graver quelques signes. Alors, quels signes? D'abord, un signe qui indique le nombre 10. Parce qu'il m'a vendu 10 bœufs. C'était pas 12? Non, c'était 10. Mais si, c'était 12. 12, un 10, non. Ah. Bon, et puis à côté, un signe qui indique qu'il m'a vendu des bœufs, et pas des chameaux. Eh bien pour cela, il suffit de graver une tête de bœuf. Pas une tête entière avec tous les détails, non, mais juste avec le contour et deux cornes. Le tour est joué. Génial, non? Eh oui, et d'ailleurs, mon invention s'est rapidement répandue à Sumer. Ah oui, alors en évoluant avec le temps, bien sûr. Par exemple, moi, au début, j'écrivais de haut en bas. Et on s'est vite rendu compte que c'était plus facile d'écrire de gauche à droite. Donc, notre sens d'écriture a changé, et avec lui, l'orientation de nos signes a changé aussi.
Bah, et puis vous savez avec quoi on dessinait? Avec quoi on écrivait? Avec une pointe de roseau taillée. Oui, on enfonçait la pointe dans l'argile et on creusait un sillon pour dessiner le signe. Mais il y avait un problème, c'était pas forcément très propre. Et oui, on pouvait rater une partie ou arracher un morceau d'argile, et on confondait les bœufs avec les chameaux. Alors quelqu'un a eu l'idée, au lieu d'enfoncer la pointe et de creuser un sillon, de simplement l'enfoncer une fois dans l'argile, juste pour faire une empreinte. Une empreinte en forme de clou, avec la tête d'un côté et la pointe de l'autre. Et bien on recommençait. Les clous les uns à côté des autres, jusqu'à reconstituer une forme de tête de bœuf, avec ses deux cornes. Et comme le clou, en latin, ça se dit cuneus, eh bien vous avez appelé ça, à notre écriture en forme de clou, l'écriture cunéiforme. Ouais. Et cette technique, elle a duré des siècles, en évoluant elle aussi, bien sûr, à son tour. Par exemple, à Ougarit, dans ce que vous appelez aujourd'hui la Syrie, eh bien ils ont changé la signification des signes. Au lieu que chaque signe représente un mot entier, il ne représentait plus que la première lettre de ce mot. Toujours les deux corps. Ce symbole de tête de bœuf, c'est un peu comme s'il ne représentait plus le mot bœuf en entier, mais juste la première lettre du mot, la lettre B. Et ça c'est génial, parce qu'un système d'écriture dans lequel chaque signe représente une lettre, ça s'appelle Un alphabet. un alphabet. À Ougarit, on invente le premier alphabet du monde. Alors il n'y a pas eu qu'à Ougarit. Il y a eu la Phénicie aussi. Le Liban d'aujourd'hui. Les Phéniciens reprennent l'idée d'un alphabet, mais ils abandonnent l'écriture cunéiforme pour revenir à une écriture linéaire. Dans cet alphabet, le symbole de tête de bœuf, toujours avec les deux cornes, ne représente plus le mot bœuf, mais juste la première lettre du mot. Mais en phénicien, le bœuf, ça se dit Aleph. Attention, je n'ai pas dit Aleph, j'ai dit Aleph. La première lettre, c'est un coup de glotte, c'est A, c'est une consonne. Voilà. Bon, alors, les Phéniciens répandent leur alphabet dans tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Grèce, par exemple, où là aussi il a continué à évoluer pour s'adapter aux langues locales. Par exemple, pour écrire en phénicien, je n'ai besoin que d'un alphabet avec des consonnes. Mais pour écrire en grec, j'ai aussi besoin de voyelles. Par contre, certaines consonnes ne servent à rien. Le aleph, par exemple, le coup de glotte, il n'existe pas en grec. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs? Eh bien, ils ont repris les symboles des consonnes qui ne servaient à rien pour représenter les voyelles qui leur manquaient. Et le symbole aleph ne représentait plus le son A, mais juste le son A. Et c'est comme ça que les Grecs ont inventé alpha à partir de aleph.
Révolution! Révolution! Avec l'écriture, nous, les Sumériens, avons pu commencer à figer notre mémoire, au-delà de la parole. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la parole, on ne la donne pas, on la prête, et donc on la reprend quand on veut. Mais les mots écrits, on ne les reprend pas. Ils sont là figés, une fois pour toutes, au-delà du temps et de l'espace. Alors attention, au début, on n'écrivait pas de Victor Hugo, hein, non. Nos premiers écrits, c'était des écrits comptables, des inventaires, des reconnaissances de dettes, des lois, des règles, des hommages rendus au roi ou au dieu. Et puis après, on a commencé à raconter nos histoires, à écrire nos histoires, nos légendes. Avant l'écriture, on se les racontait aussi, hein, mais entre nous. L'histoire passait de l'un à l'autre au fil des générations. Et oui, mais si l'un d'entre nous disparaissait, se perdait dans le désert, ou oubliait l'histoire, eh bien l'histoire se perdait avec lui. Et comment on savait, nous, si à la fin ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants? Avec les mots écrits, on était sûr de le savoir. Et surtout de s'en rappeler. Bon, l'écriture, à l'époque, c'était aussi, surtout, une nouvelle technologie. Et comme toutes les nouvelles technologies, elle a eu ses détracteurs, ses sceptiques, ses ennemis. Prenez Socrate, par exemple, le philosophe grec. Eh bien, lui, l'écriture, il n'en voulait pas. Non, d'ailleurs, il n'a rien écrit. Non, pour Socrate, les hommes devaient avant tout parler, discuter, débattre, face à face. Ils devaient être de brillants orateurs, pas de sombres scribouillards planqués derrière leur bureau. Non, pour Socrate, un livre, c'est un objet mort. Posez une question à un homme, il vous répond. Posez une question à un livre. Non, le livre ne dit rien.
Pour Socrate, le livre donne l'illusion de savoir à celui qui en fait ne sait rien. Comme si on se prétendait cuisinier juste en lisant des recettes toute la journée. Non. Non, pour Socrate, le livre c'est juste un aide-mémoire pour celui qui sait déjà. Pour les autres, une dangereuse illusion de savoir. Bon, alors Socrate a fini par être condamné à mort. Pas parce qu'il critiquait l'écriture, hein, non. Parce qu'il aurait encouragé les jeunes à ne plus croire en les dieux. Les dieux, tiens, ils ont joué un grand rôle dans cette histoire. Et les hommes ont toujours eu besoin des dieux, que voulez-vous? Besoin de leur parler, et puis de leur écrire. Et oui, les religions du livre ont joué un grand rôle dans l'expansion de l'écriture dans le monde. Il fallait bien traduire ces livres dans les langues locales. Dans les pays où la religion chrétienne s'est installée, on a inventé les alphabets coptes, cyrilliques, arméniens, gothiques, géorgiens, pour traduire la Bible. Et les écritures tibétaines, vietnamiennes, japonaises, toutes dérivées du chinois. Elles ont été inventées pour traduire les textes sacrés du bouddhisme. Les hommes ont toujours eu besoin des dieux. Que voulez-vous ? Alors il n'y a pas que les alphabets qui ont évolué. Il y a aussi notre manière d'écrire elle-même. Au début, on écrivait avec des traits séparés, dessinés les uns après les autres. Par exemple, en écriture latine, celle que vous utilisez aujourd'hui encore en français. Si je veux écrire les lettres A, B, qu'est-ce que je fais? Je pose mon stylo sur la feuille, je trace la boucle du A, ensuite je relève, je repose, je trace la barre qui ferme le A, puis je me déplace, je repose, je trace la barre du B, je relève, je repose, je trace la boucle qui ferme le B. Avantage, c'est propre, net. Inconvénient, ça prend un temps fou. Imaginez les pauvres élèves à l'époque. Alors écrivez chapitre 1, chapitre 1. Voilà, vous écrivez ça, on se revoit dans 2 heures. Donc, pour aller plus vite, on a inventé une autre forme d'écriture, l'écriture cursive. Cette fois-ci, on lève le moins possible l'outil du support. C'est-à-dire que si je veux écrire les lettres A, B, par exemple, eh bien, en écriture cursive, je peux le faire en un seul trait. Beaucoup plus rapide. Alors par contre, on perd un peu en lisibilité. Hein, les traits sont moins bien distingués les uns des autres, ils peuvent même se passer dessus, et les dessins de chaque lettre se ressemblent davantage. Bon. Pour écrire en cursif, en fait, il faut trouver le bon compromis entre écrire vite et écrire bien. C'est un compromis que n'ont toujours pas trouvé les médecins quand ils remplissent leurs ordonnances.
Quel est le mouvement le plus simple que l'on puisse faire avec notre poignet? C'est un mouvement de balancement de haut en bas. Ce mouvement simple, naturel, élémentaire, pourrait être à l'origine de tous les gestes qui composent les lettres de notre écriture cursive. Ajoutez une petite rotation à ce balancement. Vous dessinez facilement une ellipse, et même une boucle. Terminez cette boucle par en haut. Vous dessinez un O. Terminez cette boucle par en bas, vous dessinez un A. Reprenez votre balancement et faites avancer votre main en commençant par en haut. Vous dessinez un M. Si maintenant vous commencez par en bas, vous dessinez un U. Écrire un O ou un A, un M ou un U, c'est presque la même chose. D'ailleurs, quand on écrit vite, nos M et nos U se confondent.
Quand j'écris, mes doigts tiennent ma plume, ils se balancent, tournent pour dessiner les lettres. Mon poignet avance avec eux. Heureusement, si mon poignet ne bougeait pas, j'écrirais toutes les lettres au même endroit, et ça sera encore moins lisible qu'une ordonnance. Mais ce n'est pas tout. À un moment, mon poignet arrive au bout de ses capacités. Pour aller plus loin sur la feuille, mon épaule, mon coude, mon épaule, tournent eux aussi. Ça, on s'en rend compte quand on revient au début de ligne. Clac! Retour chariot, comme sur les vieilles machines à écrire. Mais ce n'est pas tout. En revenant à la ligne, je me suis redressé, en fait. Ça veut dire que je me suis penché en écrivant? Ah bah oui. Et oui, je me suis dirigé tout entier vers le bord de la feuille. Et c'est tout le haut de mon corps qui a accompagné le mouvement. Ça, on s'en rend compte quand on écrit longtemps. Ça fait mal au poignet, au bras, à l'épaule, au dos, mais aux fesses aussi. Quand on écrit longtemps, à l'école, ou au bureau. Et ce n'est pas tout. À l'école, il y a le prof. Au bureau, celui qui dirige une réunion. Eux, ils sont debout. Et ils écrivent au tableau. Avec leurs bras, leurs épaules, leur dos. Ah! Allez, mais pour aller au bout du tableau, les bras sont trop courts. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un pas de côté. On avance. Eh oui! Écrire au tableau, c'est faire des pieds et des mains pour être lu. C'est mettre ses pensées en ordre de marche. C'est imprimer avec le corps la marque de son esprit. Et ce n'est pas tout. Si j'écris sur un cahier avec des lignes horizontales, j'écris bien droit. Supprimer les lignes, c'est déjà plus compliqué. Mais il y a un autre guide essentiel. Mes yeux. Si mes yeux ne m'informent plus en temps réel de la position de mes traits et de la direction qu'ils prennent, je ne contrôle plus les mouvements de ma main et mon écriture part, impure, pire, se perd et j'écris comme un cochon. Et ce n'est pas tout. Car mes yeux ne sont qu'une porte d'entrée qui mène tout droit à mon cerveau.
Quand j'écris, mes yeux lisent ce que j'écris et envoient l'information au cerveau. L'information arrive d'abord dans ce que les scientifiques appellent l'ère visuelle primaire, parce qu'elle traite en premier les informations visuelles. Les scientifiques sont parfois des gens très simples. L'information arrive ensuite dans l'ère occipito-temporo-ventrale gauche. Oui, les scientifiques sont aussi des gens très compliqués. Cette région identifie la forme de mes dessins et reconnaît que ce sont bien des lettres. Mon cerveau vérifie ensuite que ces lettres que j'écris sont bien celles que je voulais écrire, celles dont j'ai gardé, quelque part dans ma mémoire, un souvenir de l'image et du geste qui permet de la tracer. Par un aller-retour permanent entre ce que j'écris et ce que je veux écrire, mon cerveau commande, via ses cortex moteurs et prémoteurs, les bons gestes, au bon moment. Mais ce n'est pas tout. Mon cerveau analyse aussi mes mots, le sens des phrases que j'écris, et vérifie que ce sont bien là aussi ceux que je voulais écrire. Là interviennent les régions impliquées dans l'élaboration de ma pensée, celles qui reconnaissent le sens des mots, et même celles qui permettent de les entendre. Et ce n'est pas tout. Prenons deux enfants et apprenons-leur à écrire. Le premier apprendra à la main, avec un papier et un crayon. L'autre apprendra avec un clavier et un écran, en tapant sur des touches. Question. À la fin, lequel des deux saura le mieux reconnaître des lettres parmi un ensemble de dessins? Celui qui a appris à écrire à la main. Pourquoi? Eh bien parce que, en apprenant à la main, il a fait travailler une plus grande partie de son cerveau. Il a gardé en mémoire à la fois l'image, la forme de la lettre, et le geste qui permet de la dessiner. Celui qui a appris à écrire au clavier n'a retenu que l'image, pas le geste. Quand il lit, l'enfant qui a appris à écrire à la main mobilise à la fois les aires visuelles et motrices de son cerveau. L'autre n'active que les aires visuelles. Elle reconnaît moins bien les lettres. Alors peut-être que pour bien apprendre à lire des lettres, il est important de s'être entraîné à les écrire.
Aujourd'hui, certains se plaignent. On n'écrit plus. C'est pas vrai. On n'a jamais autant écrit qu'aujourd'hui. Tout le monde écrit. Tous ceux qui ont du papier, un crayon, une machine à écrire, un ordinateur, un téléphone portable, une tablette. Avec ces nouveaux outils, on écrit parfois toute la journée. Mais plus comme avant. Pas de la même manière. Avant, on racontait nos vies sur les murs des grottes. Maintenant, c'est sur les murs Facebook. Avant, on écrivait sur les tablettes d'argile. Maintenant, sur les tablettes Apple. Avant, Socrate disait que le livre donnait l'illusion de savoir. Aujourd'hui, on dit que sur Internet, on trouve de tout et n'importe quoi. Avant, on se disait « À quoi bon retenir? Je le retrouverai dans ce livre. » Aujourd'hui, on dit « À quoi bon retenir? Je le retrouverai sur Google. » Avant, on rigolait. Maintenant, on écrit « LOL ». Avant, des publicités disaient « Gardez vos souvenirs, mettez-les sur CD. » Maintenant, les publicités disent « Gardez vos souvenirs, mettez-les sur Internet, sur le cloud, sur un serveur à l'autre bout de la planète. » Et on se fait voler ses souvenirs. Alors, papier ou numérique? À la main ou au clavier? À l'encre ou par satellite? L'écriture a beaucoup évolué depuis 5000 ans. Et elle évolue encore. Nous l'avons changée. L'avenir dira ce qu'elle s'apprête à changer en nous. En attendant, reste la question à l'origine de toute cette histoire. Comment garder une trace de nos pensées? Une trace gravée, une trace imprimée, une trace numérique? Ouais, mais l'argile s'effrite, le papier jaunit, les puces électroniques sautent, les tablettes se cassent, les livres brûlent, les ordinateurs grillent, les serveurs se piratent. Non, au final, rien n'est jamais éternel. Rien. Si ce n'est les questions des hommes.